Hello tout le monde et bienvenue donc dans ce live du Social Club épisode 12. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Maud Alaves, la fondatrice du Social Club. Donc nous, notre mission, c'est d'aider en fait les porteurs de projets, petits ou grands, à gagner en visibilité auprès de leurs clients sur les réseaux sociaux. Et du coup, on organise un mercredi sur deux un live comme vous voyez ici, où on invite des experts pour qu'ils nous expliquent leur stratégie. Et du coup, aujourd'hui, je suis super contente d'inviter Anaë Bor pour qu'on parle d'Instagram et surtout comment démarrer sur Instagram. Anaë, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anaë, je suis social media manager freelance et j'aide les entrepreneurs et les marques éthiques à vendre grâce à Instagram. Eh ben, trop cool, c'était effectivement hyper rapide. Alors voilà, j'allais dire, est-ce que vous pouvez juste confirmer que vous nous entendez bien dans le chat, que tout est bon, que le son est bon? Et ensuite, alors pour vous expliquer, le live il va se passer en 3 parties. Donc on va avoir une première partie vraiment où on va parler donc de l'algorithme. Ah oui, là il y a tous les messages qui commencent à défiler, ça y est. Pendant un moment, j'ai eu peur que les gens ne nous entendent pas. Mais on y était, ok. Donc on va d'abord parler de l'algorithme, après on va parler du contenu et après on va parler de la production. Et moi, ce que je vous invite à faire, parce qu'en fait, on va garder une partie questions pour la fin, c'est à poser toutes vos questions que vous avez en live dans la partie questions. Là, vous voyez dans Livestorm, en haut à droite, il y a une petite partie questions. Vous les posez là et vous allez voir, en fait, ce qui est génial sur Livestorm, c'est que vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez super. Et comme ça, moi, je vais les trier à la fin en fonction de celles qui ont été plus votées et je vais poser celles-là en priorité. C'est trop Donc, cool ça. et ouais, franchement, c'est trop cool ça aussi. C'est une autre fonctionnalité Livestorm que j'adore. Oui. Ok, alors est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur toi quand même? Enfin, ton parcours, comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait avant? Peut-être, est-ce que... Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai commencé par des études d'anglais, donc rien à voir. Je voulais être prof d'anglais et je suis devenue prof d'anglais, donc j'ai fait une licence d'anglais, un master enseignement d'anglais, j'ai passé mon CAPES et donc le concours de prof et du coup, j'ai été prof pendant 2 ans. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un environnement pour moi. L'éducation nationale, ça me correspondait pas. Donc, j'adorais vraiment la relation avec mes élèves. J'ai fait 1 an en collège, 1 an en lycée. Mais voilà, l'éducation nationale, c'était pas pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un blog à l'époque, donc j'avais une petite communauté en fait sur Instagram où je partageais des recettes VG sur les cosmétiques naturels, ce genre de choses. Et du coup, j'avais mon blog, donc voilà, j'étais vraiment passionnée de ça et je me suis dit, pourquoi pas allier ma passion avec ma profession. Et donc, j'ai démissionné de l'éducation nationale et je me suis lancée dans mes études. Donc, en fait, j'ai repris mes études à Digital Campus à Montpellier. C'est une école du digital. Donc, en fait, pendant 1 an, j'ai fait une prépa master digital. Donc, c'était une année passerelle où en 1 an, on voit le programme d'un bachelor, en gros, d'une licence. Donc, hyper intéressant. Beaucoup de choses sur le marketing, l'intégration web, du design graphique. On voyait un petit peu de tout. Donc, c'était vraiment cool pour voir ce qui nous plaisait vraiment. Et ensuite, j'ai fait un master toujours dans la même école, expert en stratégie digitale, spécialité UX design. Donc à la base, moi j'aimais beaucoup l'UX et l'UI design. Donc c'est l'expérience utilisateur et les interfaces mobiles et sites internet. Et puis au final, je me suis plutôt dirigée vers le brand content, donc le community management, parce que ce master est en alternance. Et en fait, sur mes 2 ans d'alternance, j'ai beaucoup plus fait de la communication. Et du coup, voilà. Donc, j'ai découvert en fait le community management, j'ai été responsable, j'ai lancé des newsletters, j'ai animé des comptes Instagram, j'ai aidé des entrepreneurs aussi parce que la première année d'alternance, j'étais en incubateur de start-up et la deuxième, j'étais dans une start-up dans l'écologie et donc du coup, c'était très intéressant de voir les choses un petit peu diverses et variées. Et donc voilà mon parcours, j'ai terminé mon master et je me suis lancée en freelance l'été où j'ai obtenu mon master. Et donc, je suis freelance depuis là, cet été 2020. Ah ouais, donc c'est hyper récent. Et du coup, tu as commencé sur Instagram en même temps l'été 2020, c'est ça? Ouais, un peu avant. En fait, quand j'étais encore dans mes études, donc en mai, j'ai lancé mon compte Instagram, mai 2020, pour préparer un peu le terrain, quoi, avoir déjà une visibilité et des premiers clients. Et du coup, donc j'ai mis en place une stratégie de contenu et j'ai obtenu mes premiers clients, mes 2 premières clientes 1 mois et demi après. Donc,
c'était hyper cool et je me suis dit, OK, ça fonctionne et il y a vraiment un truc à faire sur Instagram. Parce que aussi, je m'étais rendu compte que sur Instagram, il y a beaucoup d'experts Instagram, ça c'est sûr, mais je m'identifiais pas en fait. Enfin, je m'identifiais à aucun. Je n'y en a aucun qui me correspondait. C'était beaucoup des hommes, aussi beaucoup étrangers ce que je suivais, et puis très un peu gross, des couleurs qui ne correspondaient pas, des visions aussi qui ne correspondaient pas. Donc moi, j'ai vraiment voulu lancer mon compte pour montrer qu'on peut vendre grâce à Instagram de façon authentique et en douceur, quoi. Ouais. Et c'est quoi tes chiffres aujourd'hui, du coup, juste pour ceux qui te connaissent pas du tout, pour qu'on sache en fait en termes d'audience ou Mm. même d'engagement ou de ROI si tu l'as même? Ouais, alors au niveau de l'audience, donc j'ai environ 5600 personnes qui me suivent sur Instagram aujourd'hui. Mes stories, elles sont vues en moyenne par, ça dépend vraiment, mais on va dire en moyenne par 800 personnes. C'est Du coup, c'est vraiment énorme en fait. J'ai jamais eu un taux d'engagement aussi bon, donc mon taux d'engagement il est presque de 20%. J'avais pas connu ça sur mon ancien compte Instagram, et il y a vraiment en fait une vraie communauté qui se crée. Les entrepreneurs sont très engagés, ont vraiment envie et besoin, je pense aussi, du fait d'être seul, de par la crise, mais de par aussi, ben, c'est beaucoup des télétravailleurs qui me suivent, donc voilà. Et sinon, oui, donc taux d'engagement. Après ROI, je peux pas faire trop enfin te donner vraiment un truc, mais disons que j'ai des clients j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de mails que je reçois, beaucoup de demandes de devis. Mon planning est plein pour mars, et pour avril ça commence à se remplir, donc Donc ouais. ça va quoi. Ouais. C'est une affaire qui roule. Exactement. Mais ça a pris du temps, et justement, j'aime bien être transparente sur ça et honnête. Il y a 3 mois, je vivais pas de ça, donc ça a vraiment mis du temps en fait pour que je puisse vivre, on va dire, sereinement, et encore que c'est vraiment encore en train d'être en process et tout ça, parce que aussi moi, je fais beaucoup de tests, je vois ce qui me plaît, je vois la typologie de clients aussi avec laquelle je préfère travailler, je vois les types de missions que je préfère faire aussi. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très cool. Aujourd'hui, c'est très varié, les missions que je propose. Mais voilà, en tout cas, savoir que ça se fait pas en un mois. Et quand j'ai eu mes premières clientes, c'est des missions ponctuelles. C'est pas un salaire qu'on se fait mensuellement. Donc, ouais. Ouais, mais moi je trouve que justement, enfin, si je t'ai demandé toi pour ce live Instagram, parce que du coup c'est le premier qu'on fait vraiment à ce sujet-là, donc le but là, c'est aujourd'hui, c'est vraiment de défricher un peu le terrain d'Instagram et de reposer les bases Ouais. quand on veut démarrer. C'est que je trouve ça intéressant parce que tu parles justement de la double casquette en fait. D'un côté, tu es social media manager, tu travailles pour d'autres comptes, donc tu es vraiment experte du sujet. Et en plus, toi-même, tu testes en fait pour ta propre audience et pour trouver tes propres clients. Et donc, enfin, moi, je trouve que c'est assez magique en fait de vendre la sauce que toi-même tu appliques. Tu vois, je trouve que c'est très très cool. Rentrons du coup dans le vif du sujet sur l'algorithme. Globalement, comment il marche? Alors, je sais que c'est Alors, compliqué. bon, oui, déjà, il n'y a pas une feuille qui existe, un PDF sur Internet qui s'appellerait l'algorithme d'Instagram expliqué en détail et créé par Instagram, parce que par contre, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur l'algorithme alors qu'il n'y a pas de source derrière. Donc, Instagram, concrètement, ça fait 3 ans, je crois, que l'algorithme n'a pas changé. Très concrètement, en fait, l'idée, c'est de proposer du contenu qui soit le plus pertinent par rapport à tes intérêts. Donc déjà, il va comprendre ce que tu likes, ce que tu commentes, le temps aussi que tu passes sur les publications, et en fonction du coup te proposer du contenu pertinent, donc des propositions de comptes par exemple, ou alors sur les Reels, tous les endroits en fait où on va avoir accès à des comptes auxquels on n'est pas abonné, ça va être par rapport à nos centres d'intérêt. Et surtout, ça fonctionne à l'engagement. C'est-à-dire que une publication, si elle a enfin, si elle génère de l'intérêt, et ben forcément, elle va mieux fonctionner qu'une autre publication, parce que Instagram va se rendre compte que cette publication parle plus à ton audience qu'une autre. Après, au niveau de l'algorithme, je ne sais pas si tu as des questions précises, mais en soi, l'algorithme, c'est un petit peu quelque chose qui reste, alors j'allais dire flou, mais disons que Instagram ne parle pas,
précisément sur ce qu'est ce fameux algorithme Instagram. Mais en tout cas, par contre, il y a beaucoup de mythes et je pense que c'est plutôt ça, tu vois, que j'aimerais aller discuter. C'est qu'il y a beaucoup de mythes sur cet algorithme-là, des choses qu'on nous dit de pas faire ou au contraire des choses qu'on nous dit de faire. Et en soi, il y a, enfin, voilà, il n'y a pas de vraie réponse à ça. Je sais pas si tu avais des questions du coup. Ouais, alors, du coup, puisque tu parles de mythes, je suis assez curieuse de savoir si là, tu penses à des mythes en tête effectivement, qu'on dit qu'il ne faut pas faire et qui sont pas réels ou des mythes à déconstruire, ouais. Ouais, et ben, alors, attends, je réfléchis. En mythe Instagram, vraiment, tu vas avoir, alors, il y en a un qui est très connu, c'est quand tu passes ton compte en compte professionnel, tu vas perdre en reach, en portée. C'est totalement faux, c'est un mythe, c'est absolument pas vrai. Il y a aussi le mythe qui dit que tu vas... Attends, parce que je reprends. J'ai créé un contenu sur ça, donc je peux directement te donner 5 mythes sur l'algorithme. Tu vas avoir aussi, oui, Instagram favorise les posts qui récoltent beaucoup d'engagement 30 minutes après publication. Ça, c'est faux et ça a été réfuté, on va dire, par Instagram. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'elles sont shadowban, qu'elles sont interdites de publication sur Instagram dès qu'elles perdent un petit peu en portée. Non, en général, c'est plutôt se remettre en question, se demander si son contenu est pertinent, parle à notre audience, si on répond à des problématiques, etc., plutôt que d'accuser à tort facilement l'algorithme. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'utiliser un outil de programmation, ça fait perdre en portée aussi. Sauf que si vous utilisez un outil de programmation qui est certifié par Instagram, donc par exemple Buffer, Hootsuite ou ce genre de choses, non, absolument pas, c'est fait pour. Donc il y a l'API qui est dispo pour les développeurs et tout est fait pour. Donc pas de souci de ce côté-là. Et ah oui, et aussi, alors celui-là très, très connu aussi, Instagram montre le post à seulement 7% de l'audience et c'est pas vrai. C'est pas avéré non plus. Non. Ok, super. Alors, moi, j'avais entendu quand même, en fait, que la grosse complexité sur Instagram, c'était qu'il y avait plein de features disponibles. Donc, que ce soit les Reels, les IGTV, les posts, les stories, les je sais plus quoi. Et en fait, que Instagram favorisait, du coup, le fait d'utiliser toutes les features d'Instagram et que c'était important de tout faire. Est-ce que ça, c'est une bonne pratique Instagram ou c'est un mythe? Non, vraiment, tu vas pas être mise en avant si tu utilises les IGTV, les Reels, les guides, etc. Par contre, effectivement, en fait, dès qu'Instagram va sortir une nouvelle fonctionnalité, en l'occurrence, par exemple, les guides ou les Reels, c'est très cool de se positionner dessus rapidement, tout simplement aussi parce qu'il y a très peu de personnes au départ qui se positionnent dessus. Donc, ta visibilité, elle peut être... tu peux être mise en avant beaucoup plus facilement et Instagram a envie que tu utilises les nouvelles fonctionnalités. S'ils les sortent, c'est parce que justement, ils espèrent que beaucoup de personnes l'utilisent. Et donc, forcément, en fait, par exemple, les Reels, c'est logique que ça va augmenter ta visibilité parce qu'aujourd'hui, Instagram met énormément en avant les Reels. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'utilises pas une des features, tu ne vas pas fonctionner. Vraiment pas. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est intéressant de se concentrer sur les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en avant par Instagram, de un, parce qu'ils ont envie qu'on les utilise, et de deux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, j'imagine, qui les utilisent encore. Ouais, exactement. Du coup, exactement. Tu vois, il y a déjà une petite différence que je commence à noter entre septembre, quand j'ai commencé à investir tout de suite les Reels dès que c'est apparu, et aujourd'hui, parce que forcément, en fait, de plus en plus de monde sont sur le coup et utilisent cette feature et l'utilisent bien. Et donc, et oui, forcément. Ok. Et est-ce qu'il existe quand même une sorte de hiérarchie sur les formats? Par exemple, sur LinkedIn, il y en a une de hiérarchie de format, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est le cas sur Instagram? Est-ce que les stories sont plus favorisées que les posts ou inversement, je ne sais pas, où ils sont tous au même niveau? Disons que, alors, sans parler d'algorithme, en fait, il y a vraiment des contenus qui vont mieux marcher que d'autres parce que l'audience derrière va être plus réceptive. Typiquement, les stories, ça fonctionne très bien. Les Reels, ça fonctionne très bien. Et les posts carousel, ça fonctionne très bien. Okay. Ça, ce serait vraiment les 3 types de contenus sur lesquels se concentrer quand on débute. Ok, super. Et maintenant qu'on a du coup déconstruit un petit peu au moins quelques mythes, parlons peut-être un peu d'optimisation pour savoir donc, quelles sont les bonnes pratiques. Je sais que toi, tu es super fan des bios.
qu'est-ce que tu recommandes du coup? Quelles sont les bonnes pratiques selon toi au niveau de la bio? Ouais. Alors, dans le nom Instagram, donc je parle pas du nom du compte, mais vraiment ce qui est écrit en gras au-dessus de la biographie, je conseille de marquer ce que vous faites exactement pour une question de référencement. Comme ça, quand on va aller faire une recherche, par exemple, alors j'en sais rien, on va taper céramique. S'il y a marqué céramique à cet endroit-là, vous allez apparaître dans la liste de recherche, alors que s'il n'y a pas ce mot-clé-là, vous n'allez pas apparaître, par exemple. Donc, c'est bien de noter un peu ce que vous faites. Dans la première ligne de la biographie, d'expliquer vraiment, donc concept store, de céramique, enfin, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais voilà, par exemple, et vraiment expliquer en une phrase ce que vous faites. En deuxième ligne, je conseille de mettre l'élément différenciant, donc pourquoi vous et pas votre concurrent, donc j'en sais rien, peut-être création française ou ce genre de choses. En tout cas, en quoi est-ce que vous êtes différent? Et ensuite, pour l'appel à l'action, pour aller donner envie de cliquer sur le site, là vraiment mettre un appel à l'action ultra clair, ultra précis, qu'on sache à quoi s'attendre en fait quand on va cliquer sur le lien. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de cliquer sur un lien? C'est très compliqué de faire quitter les gens d'Instagram et d'une application de façon générale. Donc il faut vraiment aller expliquer voilà, précisément la plus-value pour l'audience à ce moment-là. Et voilà, en gros, c'est vraiment ça. Et aussi, dans les biographies, je vois beaucoup de personnes qui utilisent des hashtags. Les hashtags, ils ne sont pas répertoriés, en fait, quand ils sont dans la biographie, donc ce n'est pas nécessaire de les mettre. Et voilà, vraiment qu'on comprenne qui vous êtes, en quoi vous êtes différent, et un bel appel à l'action. Top, super. Tu abordes le sujet des hashtags et du coup, ça me fait penser, parce que là aussi, il y a pas mal de mythes là-dessus. Est-ce qu'ils servent encore à quelque chose sur Instagram ou pas du tout? C'est quoi un peu ta reco sur les hashtags? Ouais, si, ça fonctionne bien les hashtags. Après, il faut pas se focaliser que sur les hashtags et il faut toujours en fait se remettre en question sur son contenu d'abord et ensuite est-ce que mes hashtags fonctionnent. Mais les hashtags ça fonctionne bien, ça va être un moyen d'être un petit peu découvert par les personnes qui sont abonnées aux hashtags ou qui vont aller regarder dans les hashtags. Pour les hashtags, au niveau des bonnes pratiques, moi je conseille vraiment d'aller chercher des hashtags de niche, en fait, des hashtags vraiment restreints. Donc, entre 5000 publications et 100 000 publications, ça va être les hashtags les plus pertinents. Donc, en français, si vous avez un business français. Et après, c'est OK, par exemple, de mettre 5 hashtags pour vraiment question de visibilité des plus gros hashtags. Mais en tout cas, les hashtags de niche, ce sera ceux qui seront les plus intéressants parce que vous savez que vous avez votre cible, votre cœur de cible dessus. Et oui, du coup, au niveau des mythes, il y a beaucoup de gourous d'Instagram qui disent que il faut pas utiliser les 30 hashtags qui sont possibles de mettre en fait sur Instagram. Et c'est fou en fait. Instagram propose 30 hashtags et ne pénalise pas si on en met 30. Et au contraire, si c'est possible d'en mettre 30, autant en mettre 30 et maximiser nos chances en fait. Et ouais, voilà, en gros. Ok, super. Écoute, on va passer à la partie contenu parce que le temps passe vite et on pourrait parler pendant des heures de tous les petits détails de l'algorithme. Mais du coup, niveau contenu, moi, ce que j'aime bien dans ton profil Instagram, c'est quand même que, tu vois, genre, il y a des types de contenus qui reviennent, qu'il y a une charte graphique, il y a une ligne éditoriale. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que tout a été bien pensé en amont. Du moins, après, voilà, à toi de nous dire si c'est vrai ou pas. Mais du coup, comment tu t'y es pris pour démarrer, en fait? Est-ce que justement, tu as défini une ligne éditoriale? Est-ce que tu as différents types de posts? Comment tu as construit tout ça? Ouais. Alors, avant de lancer mon compte, du coup, je me suis demandé l'identité visuelle que je voulais. Donc, du coup, j'ai fait un mood board avec Pinterest, hein, tout bêtement. Voilà, j'ai fait des tableaux et j'ai regardé l'univers que je voulais retranscrire. Et puis, je me suis défini une palette de couleurs, donc avec 4 couleurs principales et des déclinaisons et 2 typographies. Donc une pour les textes, enfin une pour les titres et une pour les paragraphes. Comme ça, c'était vraiment bien défini et voilà, j'y ai pas touché et je savais exactement comment créer mes posts, etc. Après, tu vois, si tu remontes dans mon feed, en mai 2020, j'avais une autre identité visuelle. Donc, ça se fait aussi un petit peu, ça change. Voilà, c'est en fonction de ce qui, moi, me plaît et de ce que je trouve aussi, de ce qui fonctionne, quoi. Et du coup, donc, voilà pour ça. Et sinon, au niveau des contenus, comme je te disais juste avant, les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai pas de stratégie Instagram
ultra bien définie comme je fais à mes clients, mais effectivement, je vais avoir des contenus récurrents et surtout différents types de contenus. Donc, je vais avoir des contenus éducationnels où là, ça va être des contenus conseils, astuces, et c'est ce que je fais le plus parce que ça se prête aussi très très bien à mon industrie. Il y a certaines industries qui vont avoir moins besoin de ce contenu-là. Il y a aussi du contenu humain. Donc moi aujourd'hui j'en fais pas assez clairement, mais c'est montrer juste des publications avec une photo de moi par exemple et parler de mon parcours, faire du storytelling, etc. Ça c'est très important. Et du contenu promotionnel, tout simplement. Donc ça va être des posts où j'essaye de vendre en douceur, mais en expliquant, bah voilà, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez un coaching, etc., etc., n'hésitez pas à me contacter. Et ça, j'essaye d'utiliser l'humour pour me promouvoir, ou alors des conseils à la fin, par exemple, des conseils sur des Reels, et à la fin, je vais faire une promotion de ma formation Reels qui sort bientôt, par exemple. Ouais, pour que ce soit un peu plus smooth et moins, Exactement. bourrin, quoi. Ouais. Mais du coup, ça a attisé ma curiosité quand tu dis que pour tes clients, eux, ils ont une super stratégie Instagram. C'est quoi pour toi un peu les fondations d'une stratégie Instagram si on devait commencer aujourd'hui et démarrer et puis prendre une feuille A4 et puis réfléchir un peu à notre plan, qu'est-ce que tu conseillerais pour toi s'il y a des grandes étapes ou je sais pas du tout si ouais, un peu les fondations quoi. Ouais, bah déjà avoir un business très clair, bien définir sa baseline, qui on est, savoir exactement expliquer à un enfant de 5 ans en une phrase ce qu'on fait pour que ce soit vraiment très clair pour nous. Deuxièmement, connaître sur le bout des doigts sa cible. Donc vraiment définir des personas, des cœurs de cible très précis. Et ensuite, une fois qu'on a ça, bah, la communication elle est plus fluide et on va pouvoir créer des contenus en fonction de notre cible. Et donc, dans une stratégie Instagram, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir 4 piliers de contenu éditoriaux principaux. Donc, le premier pilier de contenu, bah, c'est le contenu éducationnel. Dans le contenu éducationnel, ça va être voilà, ce que je disais, les conseils, les astuces, les définitions, enfin transmettre en fait vraiment son savoir, les chiffres dans notre industrie, enfin voilà, tout ce genre de choses en fait où on va vraiment partager nos connaissances à notre audience et donner sans attendre un retour. Donc vraiment penser, je donne du contenu gratuit et ensuite la stratégie de contenu fera son job. Deuxième pilier de contenu qui est intéressant à travailler, c'est le pilier de contenu inspirant ou motivant. Donc là, ça va être pareil, tout dépend de l'industrie. Ça peut être des photos inspirantes, ça peut être des partages de podcasts qui nous ont plu, des partages de chaînes YouTube, de comptes Instagram. Bref, des choses qui vont aller vraiment inspirer en fait l'audience. Et l'inspiration, ça peut aussi être parler de ses échecs, de ses réussites, etc. Et ensuite, le pilier de contenu humain. Bon, là, pour le coup, storytelling à fond, donc parler de soi, montrer que bah, nous, on a connu ça, mais on a réussi à changer et à trouver des solutions. Et donc, aujourd'hui, je vous les apporte. Enfin, vraiment, avoir la proximité, en fait, avec son audience en partageant un peu, mais pas trop. Hein. L'idée, c'est pas du tout de partager trop de privé, loin de là. Et dernier pilier de contenu, parce qu'il en faut, c'est le contenu promotionnel. Et du coup, le contenu promotionnel, il va se décliner vraiment de diverses façons. Donc, ça peut être vraiment une photo produit, par exemple, si on a un produit. Ça peut aussi être, comme je te disais, vendre de façon douce avec l'humour ou avec des posts conseils où à la fin, tu fais un appel à l'action. Mais voilà, ça va être vraiment les 4 gros piliers de contenu importants. Et une fois une fois qu'on a défini ces piliers de contenu-là, tu vas aller définir les grandes thématiques de ton compte. Donc, par exemple, moi, je vais avoir les conseils Instagram, mais je vais aussi avoir la partie où je parle aux freelances. Donc, je vais avoir du contenu aussi qui va s'adresser particulièrement aux freelances dans le digital. Enfin, voilà, aller vraiment définir en fait ces grandes thématiques. À l'intérieur de ces thématiques, définir des sous-thématiques. Et ensuite définir des types de contenus. Donc, par exemple, ensuite, tu as juste à piocher. Tu sais que cette semaine, tu vas faire X contenu éducationnel, type de contenu carrousel, thématique Intel, sous-thématique Intel. Et donc, du coup, bah, le contenu derrière, il est beaucoup plus simple à créer. Waouh, ça un peu dans ma tête, ça fait boum. Ok. Ça fait quand même un gros plan. Mais non, mais top, mais c'est super. Mais du coup, comment tu fais en fait pour trouver toutes ces idées de contenu, toi personnellement ou même pour tes clients, qu'est-ce que tu conseilles en fait pour trouver des nouvelles idées en permanence? Ouais. J'imagine que là, ça commence à devenir, tu vois, il y a un arbre de type. Ouais. Comment tu t'y prends?
Alors, la première solution, et c'est la plus simple, c'est de faire du recyclage de contenu. Donc, c'est-à-dire, par exemple, prendre des articles de blog ou des épisodes de podcast ou des vidéos YouTube ou ce genre de choses qu'on a créées déjà, nous, en amont pour notre business, il y a environ 6 mois, on va dire, quand même laisser un laps de temps, et réutiliser ce contenu en le réadaptant au format Instagram. Typiquement, par exemple, un article de blog peut se transcrire au format Reel en disant par exemple 5 conseils pour ta, et là tu fais ton reel. Donc le recyclage de contenu, ça fonctionne très bien et ça donne beaucoup d'idées. Ce qu'on peut faire aussi, c'est approfondir, modifier un peu la publication, détailler, ou voilà, que ça donne aussi des idées sur le sujet principal pour aller voir d'autres choses. Aussi, donc après le recyclage de contenu, ce qui est intéressant à faire, c'est de la veille concurrentielle à fond. Donc, c'est concurrent d'une part, mais aussi regarder des industries qui sont pas du tout les nôtres. Moi, je m'inspire beaucoup d'industries qui sont pas du tout dans le marketing digital, notamment par exemple sur les contenus purs et durs à créer, ça donne des idées, ça inspire. Sur, si je parle des Reels des Reels sur les vidéos à créer, les sons à utiliser, enfin ce genre de choses. Et en fait, toujours regarder ces vidéos-là en se disant comment est-ce que ça peut être adapté à mon industrie, enfin à moi en fait. Troisième chose, demander à son audience, tout simplement, demander à son audience les besoins qu'ils ont, les problématiques qu'ils ont et du coup quel contenu est-ce qu'ils aimeraient avoir. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est d'utiliser Answer the Public. Donc, c'est vraiment un outil hyper pratique pour aller voir les recherches les plus faites. Pinterest aussi, ça fonctionne très bien. Donc, taper des mots-clés et en fait, tout ce qui apparaît à gauche, c'est les recherches qui sont les plus demandées. Donc là, vous voyez vraiment ce qui est chaud en ce moment dans votre industrie et ce qui fonctionne. Voilà, ça fait déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà pas mal d'idées. Et par curiosité aussi, est-ce qu'il y a un type de contenu que tu as testé il n'y a pas longtemps et qui n'a pas marché du tout? Et à ton avis, pourquoi, ou que tu recommanderais pas? Ouais, mais j'ai vu que tu m'avais posé cette question, mais Ouais. j'ai pas de contenu qui aurait vraiment fait un flop. Après, ouais, non, j'ai pas. Après, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, par contre, je peux te dire les types de contenus qui vont vraiment pas Ouais. fonctionner ou difficilement sur Instagram. Ça va être, par exemple, des publications où la légende ne serait pas assez détaillée. En fait, par exemple, aujourd'hui, ce qui fonctionne sur Instagram, c'est vraiment les légendes longues en général. Et ça, vraiment, ne pas hésiter à les détailler, etc. Et en général, les légendes courtes, ça fonctionne moins. Les gens ont vraiment envie d'avoir du contenu. Donc, voilà, par exemple, une photo basique d'une banque d'images gratuite, type Shutterstock, pour ne pas la citer, et une légende très courte, en général, on peut être sûr que ça ne va pas fonctionner. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, oui, le feed, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit visuel, etc. Mais aujourd'hui, le contenu prime largement sur le côté visuel. On veut des publications qui nous apportent quelque chose, qui nous apprennent quelque chose. Et je pense qu'on le voit bien, nous, en tant que consommateurs aussi d'Instagram, de plus en plus, qu'on va aller chercher, c'est même presque des médias, en fait, sur Instagram. Donc, vraiment, aller apporter de la plus-value à son audience. Ouais, les photos inspirationnelles, en fait, ça marche plus. C'est vrai, c'est marrant. Moi aussi, je me suis rendu compte il y a quelques mois que je suivais une influenceuse qui raconte, mais qui fait des pavés sous ses descriptions. Et j'étais hyper étonnée parce qu'en fait, je lis tout et je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, ça a vraiment changé moi-même mon utilisation d'Instagram parce qu'avant, j'avais tendance à scroller juste les photos et en fait, je lis tous ces textes. Cool. On va passer à la production assez rapidement. Pour savoir déjà, toi, tu passes à peu près combien de temps aujourd'hui sur Instagram à créer ton contenu? Beaucoup trop de temps. Non, non, je passe pas mal de temps parce que je regarde aussi beaucoup ce qui se fait en fait. Je regarde beaucoup de comptes étrangers et tout ça. Après, en création de contenu, en fait, je me cale en général 2-3 heures pour faire du batching de contenu, donc pour créer vraiment du contenu pendant ces 3 heures-là, donc en l'occurrence plutôt des vidéos. Des reels, je fais beaucoup de reels. Donc du coup, je me cale et sur 3 heures, je peux faire une dizaine de reels, mais ça peut être des reels très faciles. Hein. Quand je dis une dizaine de reels, ça peut être des reels où je vais juste, par exemple, pointer du doigt. Donc je parle pas de se faire des chorégraphies de fou ou quoi, pas du tout. Mais voilà, ça va être des choses assez simples. Après, quand j'ai des scripts et que j'ai des vidéos un peu plus travaillées à faire, je les crée aussi pendant ce temps-là. Donc, on va dire 3 heures à ce moment-là. Et après, il va y avoir aussi toutes les parties, toute la création de contenu de carrousel éducatif. Ce que j'appelle carrousel éducatif, c'est typiquement, on swipe et en fait, la première slide, c'est 8 conseils pour ta. Et ensuite, on va avoir les conseils.
Ça, je saurais pas te dire, mais j'ai vraiment des templates en fait, donc déjà c'est facile, enfin c'est beaucoup plus simple. J'ai des modèles où je vais vraiment aller juste changer le titre et changer quelques couleurs, mais où ça va être quand même assez rapide. Un carrousel, ça peut me prendre 30-45 minutes, je dirais. Ah, c'est plus court que ce que je pensais. Je pensais que tu allais dire au moins 2 heures. Et du coup, les Non. templates de Carousel, tu les fais sur quoi, toi? Moi, je l'ai fait sur Adobe XD, mais c'est parce que je faisais de l'UX design sur Adobe XD, donc du coup, je trouve ça pratique, mais c'est pas du tout fait pour ça à la base. Mm. Bah, après, sinon, il y a pas mal de gens qui le font sur Canva. Mais ouais, Illustrator aussi, je faisais sur Illustrator à l'époque. Il y a un an, j'étais sur Illustrator, là, j'ai plus la licence. Mais ouais, voilà. Mais ouais, pour les carousels, pour rebondir quand même, là, je parlais côté visuel, graphisme. Après, tu vas avoir aussi quand même la partie où je vais réfléchir au contenu, donc vraiment à la légende, à ce que je vais mettre. Donc il va quand même y avoir aussi la partie réfléchir à aller chercher Mm. des idées, etc. Mais voilà, je la comptais pas dedans. Ouais, ok, tu voulais dire qu'en fait, tu mets 30-40 minutes à faire juste le visuel du Carousel, Ouais, mais qu'effectivement, il y avait peut-être 30 minutes avant de réflexion, et puis après, il y a exactement, ouais, 30 c'est ça. minutes en plus à écrire la légende, et donc au final, on arrive sur du Ouais, 2 heures. franchement, je me suis jamais chronométrée, mais tu vois, c'est intéressant. En plus, je me suis mis à Toggle là depuis 2 jours. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté et là j'ai repris et je trouve ça vraiment cool. Donc je ferai ça la prochaine fois et je te dirai combien de temps j'ai passé sur la publication. Ouais. Et du coup, alors, on a un petit peu abordé le sujet, mais je voulais quand même démystifier ça pour que tout le monde soit bien au courant. Est-ce que toi, tu as un processus de création ou pas du tout? Est-ce que tu fais ça au feeling, justement? Ouais, non, c'est assez au feeling. Enfin, en fait, j'ai vraiment les types de contenus que je veux faire. Donc, tu vas avoir les reels, tu vas avoir les carousels. Je fais des lives une fois par semaine, bah, le mercredi justement. Mm. Je fais voilà, j'ai vraiment des types de contenus, même les stories, ça c'est quotidien et je sais, en fait j'ai un document pour le coup pour les stories où je vais dès que j'ai une idée écrire et du coup j'ai juste à aller regarder ça. Mais en termes de processus vraiment créatif, j'ai pas, c'est pas ultra guidé en fait. Je vais vraiment me dire ok ben là ça fait un moment que j'ai pas fait de carrousel et donc je sais que je vais faire un reel, un carrousel, un live. En général c'est quand même assez voilà de cette façon, mais par exemple je fais des mèmes des fois de temps en temps, donc tu sais les trucs humoristiques avec marqué moi quand tatata ou ce genre de choses. C'est pas genre je me dis pas toutes les semaines il faut que je fasse un mème, Mm. parce qu'en plus un mème pour qu'il fonctionne il faut quand même qu'il soit entre guillemets bien ficelé quoi, enfin Mm. pas tous les mèmes ne fonctionnent, donc si vraiment j'ai une idée je me dis ah mais ça marcherait trop bien en mème, je le fais, mais c'est pas ultra cadré quoi. Ouais, il faut qu'il soit relayé avec l'actualité aussi. Du Exactement. coup, toi, tu préfères en fait vraiment te laisser libre cours. Donc, tu as défini quand même tes quatre piliers, tu as défini tes sujets, tu as Ouais. défini globalement les formats que tu allais utiliser. Mm. Tu as juste les lives en fait qui sont tous les mercredis, les stories que tu sais que tu dois faire tous les jours. Et après, tu te dis, bon, pas de pression sur exactement ce que je dois faire au quotidien et C'est je ça. suivrai bien Après, par contre, l'inspiration. je sais, tu vois, par exemple, que chaque semaine, il faut que je fasse X contenu. Enfin, c'est moi qui me le dis, mais il faut que je fasse X contenu quand même chaque semaine. Et donc, du coup, si je passe à la publication, à la création, je me dis, bon, bah, cette semaine, il y aura un carrousel, un reel et ceci. Mais au niveau de la fréquence, régularité, ça, c'est quand même très, très important. Et je pense que c'est à souligner sur Instagram. On devient facilement, enfin, on perd facilement en visibilité dès qu'on commence à être moins présent sur la plateforme. Donc, la question de régularité, c'est ça qui m'a permis, entre autres, d'acquérir 5000 abonnés aujourd'hui. Parce que si j'avais pas eu cette régularité, et puis enfin, quand j'ai commencé, c'était un post par jour pendant plusieurs mois. Donc, voilà, c'est vraiment régularité et pertinence, plus-value. Ok, donc régularité, pour toi, un post par semaine, c'est suffisant ou pas? Un post par semaine, ça fait léger. Moi, je conseille quand même vraiment, si on veut faire d'Instagram son canal d'acquisition principal, où on veut aller attirer des clients, etc., 3 publications minimum par semaine, c'est bien. Ok, top. Dernière question pour moi et après je vais prendre les questions de l'audience. En plus, je vois qu'il y en a plein, donc c'est cool. Est-ce que tu as des petits comptes que tu conseilles, enfin petits ou gros d'ailleurs, mais bon, comme là on est plutôt sur démarrer sur Instagram, on va essayer de chercher l'inspi de gens qui sont Ouais. atteignables. Mais donc des comptes soit de personnes qui sont comme toi, qui donnent beaucoup de conseils, qui peut être hyper intéressant à suivre, ou alors même des petites marques en fait qui se seraient lancées et qui marchent trop trop bien et qui Ouais. pourraient être inspirantes pour les gens là qui nous écoutent.
Ouais. Alors, je pense à une marque en particulier que j'ai découvert récemment et que du coup j'accompagne aussi sur Instagram pour leur partie stratégique. Mais en fait, quand j'ai commencé à les accompagner, elles avaient déjà mis en place toutes les bonnes, enfin, elles avaient déjà des bonnes fondations, des bonnes bases. Donc c'est pour ça que je pense à elles. Ça s'appelle Papillette, c'est un concept store en ligne de produits pour la DME, la diversification menée par l'enfant. Donc c'est de la vaisselle en fait pour les tout petits. Et du coup, elles se lancent sur Ulule mi-avril et donc elles ont commencé à créer une communauté en amont. Donc déjà très bonne pratique. Donc elles commencent à montrer tout le processus, la campagne Ulule en story. Elles partagent quotidiennement en story. Elles font des publications, si je dis pas de bêtises, 5 fois par semaine. Au niveau des publications, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de reels, beaucoup de conseils. En fait, voilà, c'est toujours du contenu gratuit qu'on va aller donner pour ensuite créer un lien de confiance, pour ensuite que l'audience passe à l'achat. Il faut toujours penser que l'idée de création de communauté et de donner des conseils en amont, c'est super important. Donc, Papillette, ça s'appelle. Et ça, c'est vraiment, je pense, une marque qui a compris comment ça fonctionnait et qui risque de monter rapidement. Rien à voir, mais je suis un restaurant sur Instagram qui s'appelle Gourou Street Food. C'est de la street food vegan. Et tu vois, ils sont à La Rochelle. Moi, je suis à Montpellier. Mais je sais que si un jour dans ma vie, je vais à La Rochelle, je vais aller manger là-bas, quoi. Parce que c'est, chaque jour en story, pareil, c'est, on voit la bonne humeur des personnes, on voit la personnalité, elles se filment, elles se montrent en cuisine. Et puis surtout, elles montrent ce qu'elles font, elles montrent leurs échecs, elles montrent, tout en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment ce côté transparent. Aujourd'hui, je crois qu'elles ont 5000 abonnés et ça fonctionne très, très bien. Elles ont un très bon taux d'engagement. Donc ouais, ces deux marques-là. Et en marketing digital, alors je suis beaucoup plus de comptes étrangers. Il y en a un que j'ai découvert récemment que vraiment j'ai envie de partager parce qu'il est génial. Elle s'appelle Phoebe Spark. Je crois qu'elle était responsable éditoriale à Gradia, donc elle a vraiment une bonne expérience en amont. Et elle partage en fait que des conseils, mais c'est ultra, ultra pertinent. Peut-être que je peux l'écrire dans le chat. Ouais, j'allais dire peut-être que tu peux l'écrire dans le chat et puis de toute façon aussi, je te redemanderai les noms et je les mettrai dans le récap Notion que j'envoie Ouais. après. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez tout un récap écrit avec toutes les infos. Alors, il y a une question de Meredith qui demande, est-ce que tu as des astuces pour mettre en avant un service et non un produit? Ouais, oui, oui, complètement. Mais moi, je travaille plus avec des business de service qu'avec des business de produits pour le coup. Alors, service, je sais pas ce que c'est ton service exactement, mais par exemple, si t'es coach ou c'est toi en fait qui vends ton service vraiment, ce que je te conseille, c'est beaucoup, beaucoup de conseils, d'astuces à donner à ta communauté, donc beaucoup d'éducationnel où vraiment tu vas transmettre ton savoir. Donc, utiliser la vidéo pour ça, faire des stories quotidiennes aussi où tu montre ton quotidien d'entrepreneur, ce que tu fais, etc., etc. Donc vraiment, quand tu as un business de service, ça, c'est ultra important. Et puis, en fait, ça va être vraiment la même démarche que ce que je disais au début du live. Donc, allez penser en termes de piliers de contenu. Ce sera les mêmes piliers de contenu, éducationnel, inspirant, humain, promotionnel et le tout plutôt avec ton image. Alors, je sais pas pareil si tu veux te montrer, mais un business de service fonctionne mieux en général sur Instagram quand on se montre, quand on montre vraiment son visage, qui on est, ce qu'on fait, et que du coup, les personnes s'identifient plus facilement et où tu vas aussi aller apporter tes problématiques. Moi, j'ai connu ça. Aujourd'hui, je fais ce business-là parce que justement, j'ai trouvé des réponses et je veux les apporter à ma communauté. Super. Il y a une autre petite question alors sur les publications qu'on a déjà un peu abordées, mais peut-être qu'il faut vraiment une recommandation de ta part. Selon toi, du coup, il faudrait publier combien de fois par semaine? Ouais, du coup, 3 publications minimum par semaine, c'est top. Que ce soit des stories ou des posts, quand on parle de publication, c'est un post ou c'est... D'accord, non. Quand je dis publication, c'est publication en dur. Donc, c'est-à-dire dans le feed, des carousels, des photos, voilà, ce genre de publication-là. En plus de ça, c'est très bien d'intégrer un reel par semaine pour commencer à vraiment avoir plus de croissance. Et en story, quotidiennement, c'est le mieux.
pour aller vraiment chercher plus de proximité. Donc en story, par exemple, 4-5 stories par jour, c'est top. Mais après, en fait, tout dépend parce que tu vois, là, je pourrais dire, si vraiment tu veux augmenter de fou ta croissance hyper rapidement, je te conseille de faire une dizaine de stories, on va dire. Allez, 4-5, c'est déjà très bien, par jour. Des Reels, bah, beaucoup plus que 1 par semaine et des publications plus que 3 par semaine aussi. Le problème en ayant ça en tête, c'est qu'on risque de faire du contenu quantitatif au lieu de faire du contenu qualitatif. Or, aujourd'hui, vraiment, ce qui fonctionne, c'est des contenus détaillés, des contenus réfléchis, des contenus qui sont vraiment ultra quali et en reel aussi. Donc, si jamais tu as en fait plein d'idées, etc., et que tu sais comment les retranscrire au format Instagram, go. Mais sinon, déjà, c'est très bien, 3 publis, un reel et puis des stories quotidiennement. Ok. Est-ce qu'il y a des heures de publication favorables? Ça, c'est dans les mythes, dans les mythes Ouais. Instagram. Alors, heure de publication, de façon générale, c'est un peu, voilà, sur les réseaux sociaux, ça va être vraiment les heures où les gens sont sur les téléphones, donc plutôt le matin, le midi, entre midi et 2 et le soir, donc 17h30, 18h. Malgré tout, je trouve quand même que 17h30, 18h, c'est un horaire qui fonctionne vraiment bien sur Instagram. Et sinon, aller regarder dans ces statistiques quand est-ce que ton audience est la plus présente. Et aussi, petit tip, ce qui peut être intéressant, c'est de voir combien de personnes, d'abonnés en ligne au moment où tu vas publier. Donc en fait, pour ça, tu vas, comme si tu allais faire une story, tu cliques, tu vas dans live, tu cliques pas sur démarrer sinon tu es en live. Et en fait, quand tu vas sur la partie live, tout en haut, il y a marqué X abonnés en ligne actuellement. Et du coup, tu peux voir, en fait, aller regarder ça un petit peu, tester chaque jour et voir selon les heures à quel moment tu as le plus de personnes dispo. Ça, c'est un super petit hack, ça, à faire manuellement. Bon, du coup, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Mais en tout cas, c'est top. Dernière question pour la route, parce qu'il est déjà 14h11. Céline qui demande, Anaë, à ton avis, est-ce que toutes les activités peuvent être sur Instagram? Bah, c'est une super question. Et écoute, je te dirais que, par exemple, tout ce qui est funéraire et tout, c'est horrible, hein. Mais je pense à ça parce que j'ai vu un mail de prospection sur LinkedIn de ça, de trucs funéraires. Tu vois, typiquement, ça, c'est le genre d'industrie qui ne fonctionnerait pas sur Instagram. Mais très franchement, à part ça, après, tout ce qui va être B2B, tout ce qui est un petit peu trop, par exemple, juriste, avocat, et encore qu'il y en a qui le font très bien, mais tout ce qui est trop B2B, là, pour le coup, je conseille d'aller sur LinkedIn. Mais en soi, il y a énormément de secteurs qui fonctionnent sur Instagram. Ouais, moi, je suis convaincue de ça. Et Céline, sinon, si tu veux te demander sur quel business tu pourrais te lancer, on a fait un webinar il y a quelques semaines, si tu vas sur la chaîne YouTube, en fait, justement, qui fait un peu l'étalage de tous les réseaux sociaux et puis sur lesquels se lancer. Donc, je te conseille d'aller regarder cette vidéo. Voilà, il est 14h12, on va s'arrêter là. Moi, je vais vous laisser en vous disant de suivre Anaë, l'ACM, du coup, sur Instagram, parce que elle donne surtout beaucoup, beaucoup de conseils, en fait, sur Instagram, sur ses carousels. Moi, je trouve que ce que tu fais, franchement, c'est ultra top. De toute façon, je vais vous envoyer le lien, en fait, après, dans le replay, vous aurez tout, vous aurez tout dans les Notion, etc. Voilà, sinon pour ceux qui ne me suivent pas encore sur LinkedIn, vous pouvez le faire parce que je partage régulièrement en fait les prochains webinars qui vont avoir lieu. Il y a aussi le Social Club tout court qui le fait sur LinkedIn. Anaïs, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Et ben ouais, moi je dirais de se lancez-vous. En fait, vous posez pas trop de questions et commencez à documenter votre quotidien en story, à tester des publications, à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui vous plaît aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le format vidéo ou plutôt avec le format carrousel ou plutôt avec le format story? Et dans ce cas-là, investissez le format story à fond. Mais voilà, regardez ce qui vous plaît et n'hésitez pas, lancez-vous. Top. Et bien super, c'était un plaisir de t'avoir Anaïs aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et moi, je vous dis à plus tard dans le webinar. Salut! Merci.